Bien alors, moi c'est bien un cadrage que j'avais l'intention de faire sur, à partir d'un titre qui s'est décidé à un moment dans le programme ou à une réunion où j'étais pas forcément là, mais ça me convient bien. Ça part de la question des forêts méditerranéennes. Euh, dans ce qu'on peut en dire de manière contemporaine par rapport à des réflexions d'une association qui travaille dessus depuis bientôt une quarantaine d'années, avec des thématiques qui peuvent apparaître comme pas nouvelles, quoi, finalement, puisque Forêt méditerranéenne les a déjà abordées par le passé, sauf que elle se pose probablement aujourd'hui de manière différente. Alors juste dans le titre c'était plus de 10 ans de réflexion partagée au sein de l'association méditerranéenne. J'ai cherché, je vois pas très bien finalement quel est le point de départ de ces 10 ans. En fait, ça remonte bien avant, ou alors ça a démarré un peu après par rapport au cycle dans lequel on se trouve. Donc voilà, je me sens pas trop tenu par les 10 ans. Alors, l'objectif de l'association, il y a déjà pas mal de choses dans ce qui a été dit par les intervenants précédents. Il est bien de restituer leur juste place aux espaces forestiers méditerranéens et aux problématiques qui les regardent, et se débarrasser de ce qu'on pourrait appeler, j'ai pas résisté à l'idée d'une image d'Épinal de la forêt méditerranéenne, quand on se souvient qu'Épinal est dans les Vosges. La notion image d'Épinal prend peut-être tout son sens par rapport à la forêt méditerranéenne, soit l'image d'une forêt dont on parle principalement lorsqu'elle brûle, et qui pour le reste du temps est une forêt devenue relativement médiocre, qui ne ressemble pas toujours à une forêt, qui produit peu de bois, qui est morcelée entre très nombreux propriétaires privés, qui est majoritairement privé. Voilà. Cette image-là, on va la dépasser rapidement pour rappeler très simplement en introduction. Il y a un bilan qui a été fait, dont il sera question cet après-midi ou demain au sein de l'association, enfin autour de l'association Forêt Méditerranéenne, que quand on parle de la forêt méditerranéenne française, on parle d'un gros tiers des surfaces, si on s'en tient strictement à ce qui peut être étiqueté comme forestier, voire à une petite moitié, autour d'une moitié, on va dire, si on y intègre des formations subforestières qui sont soit de futures forêts, soit d'anciennes forêts, soit voilà. Pour la carte qui est là, elle sera plus commentée demain, mais telle que cette zone méditerranéenne a été délimitée par une stagiaire qui a travaillé d'AgroParisTech, qui a travaillé au sein de l'association Forêt Méditerranéenne, elle renvoie à un ensemble qui s'étend sur 4 régions et qui concerne 18 départements. C'est dire que on a affaire à un élément qui, sous des formes diverses et avec des physionomies diverses, tient une place de premier plan dans les paysages méditerranéens et représente aussi un enjeu de toute première importance dans l'aménagement des territoires. Alors ce que je vais essayer de faire en fait pour introduire un petit peu les journées, c'est d'une part proposer une liste. Il n'y aura rien de très nouveau dedans, hein, bien sûr, mais de clés de lecture de ce qui est strictement contemporain, si on peut dire, par rapport à la lecture de la situation des forêts méditerranéennes et qu'on doit avoir présent à l'esprit. Vous verrez que la dernière des clés renverra à la question de la naturalité de ces forêts, de la manière dont on peut prendre en compte cette naturalité et de ce que nous impose en termes de méthode le fait de parler de la question de la nature. Et puis j'essaierai dans une toute dernière partie de faire ce que Jean-Paul a déjà fait en partie, c'est-à-dire retracer un peu la généalogie de cette réflexion au sein de l'association Forêt Méditerranéenne. Alors, ces 5 clés de lecture contemporaine qui peuvent permettre de revoir de manière un peu différente cette image classique et d'Épinal de la forêt méditerranéenne. La première, elle a été évoquée, c'est le changement climatique. Le changement climatique,
il en était question la première fois, une des toutes premières fois où je suis venu communiquer, et j'étais encore en thèse, pour l'association Forêt Méditerranéenne. Mais c'était quelque chose de lointain, d'hypothétique, de non confirmé, de controversé, et de pas forcément très étayé en termes de données scientifiques. Si je me rappelle bien, c'était une communication de M. Le Houerou qui avait évoqué ça au début des années 90. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est bien différent. J'ai emprunté des images rapidement à la fois à l'IRSTEA et à l'INRA. On est bien dedans, dans le changement climatique. C'est quelque chose qu'on peut documenter. On assiste à un certain nombre de phénomènes écologiques qui l'attestent clairement, des arbres qui réduisent leur voilure, des phénomènes de dépérissement, des glissements d'espèces, des changements dans les cycles phénologiques. Et du coup, on y est aussi sur le plan social, c'est-à-dire que si on regarde les crédits alloués au programme de recherche, si on regarde la manière dont cette question-là est prise en compte dans les plans stratégiques, on est bien dans ce nouveau paradigme, en tout cas ce nouveau questionnement qui concerne l'adaptation des forêts méditerranéennes ça a été dit tout à l'heure, en toute première place à ce changement climatique. Pardon, je peux revenir. Deuxième clé de lecture, parler de la forêt méditerranéenne, pendant très longtemps, ça a consisté à dire oui, elle brûle, oui, ceci, oui, cela, mais globalement, dans la longue durée, c'est une forêt qui est en reconquête constante depuis le milieu ou la fin du 19e siècle, selon les cas, via des reboisements volontaires de différentes sortes et dans différents espaces, et via surtout la déprise agricole et agro-pastorale, je devrais dire, et les remontées forestières qu'elle a entraînées. Donc, on a une forêt qui est une forêt qui s'est constituée dans le gros siècle et demi qui vient de s'écouler, mais on arrive depuis, disons, 4-5 ans, et c'est attesté ailleurs d'ailleurs sur le territoire français, on arrive probablement à une sorte de palier, un peu, à une sorte de stabilisation de cette phase de croissance. Cette croissance, elle devient faible, où elle est parfois arrêtée, voire même il y a des petites légères régressions à certains endroits. Alors évidemment, tout ça est doublement compliqué à mesurer, d'abord parce que ça reste toujours très compliqué de définir ce qu'est l'objet forêt, et c'est tout particulièrement compliqué dans les forêts méditerranéennes, compte tenu des questions de dynamique de végétation, compte tenu de la part des formations subforestières, compte tenu des questions de densité, etc., etc. Et puis d'autre part, c'est aussi compliqué parce que en fait, on est toujours sur un bilan qui fait la part entre des endroits où la forêt régresse, et en particulier régresse devant l'avancée du bâti et l'avancée de l'urbanisation ou des sols artificialisés, et des endroits où elle continue effectivement à progresser parce que la déprise se prolonge. Mais globalement, on est bien sur un phénomène de palier, si on peut dire, dans la croissance de la forêt. Et cette fin, en quelque sorte, de long cycle de croissance laisse la forêt au contact très étroit des espaces urbains. On a longtemps considéré la forêt comme une problématique qui appartenait au monde rural. Aujourd'hui, c'est aussi très largement une problématique urbaine. Une problématique de risque, une problématique de fréquentation, une problématique d'aménagement urbain, une problématique de gestion du foncier. Et donc on est bien dans une phase où la rencontre des croissances urbaines et des croissances forestières, en quelque sorte, ont laissé ces deux éléments au contact l'un de l'autre. Bon, on a travaillé, j'ai gardé une image très vite pour donner une idée de ces extensions de l'espace urbanisé. On a travaillé là-dessus en particulier en Narbonnaise dans le cadre d'un programme. Bon, vous voyez la courbe de croissance du Grand Narbonne et les chiffres, 950 habitants par an entre 2011 et 2014, en 4 ans, qui sont principalement logés en maisons individuelles. Vous voyez ce que ça peut donner comme progression de l'urbain jusqu'au contact de la forêt. Du coup,
en milieu forestier, on a de plus en plus de citadins, on va dire, enfin de plus en plus de gens d'une manière générale et de citadins de manière particulière qui font du VTT, qui chassent, qui randonnent, qui ramassent des champignons, qui promènent leurs enfants et qui viennent fréquenter, user, pique-niquer, jouer à la pétanque dans ces espaces-là. Du coup, oui, j'avais un temps de retard. Du coup, troisième clé de lecture, on a beaucoup travaillé aussi à Forêt Méditerranéenne sur la multifonctionnalité de la forêt. Là encore, on reste dans ce cadre-là, on reste dans un cadre de multifonctionnalité, mais alors je sais pas, je tente la formule parce que multifonctionnalité, ça a été un peu critiqué. Alors je proposais de passer au multi-usage, de la multifonctionnalité au multi-usage. Et ce multi-usage, on reste bien de cette logique-là, mais c'est pas forcément les mêmes usages aujourd'hui. Certains sont des usages anciens que l'on retrouve et qui se redéveloppent. Il était question tout à l'heure du sylvopastoralisme. La production de bois, elle est toujours présente, mais le bois énergie ancien n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qui se dessine sur la mobilisation de la forêt pour produire de l'énergie. Et puis, c'est des services de loisirs, c'est du paysage, c'est de la nature, entre guillemets. On est sur des fonctions diverses, parfois contradictoires, relativement compliquées à prendre en compte et à cerner parfois, voire même parfois tout simplement à connaître. On démarre avec le master de géographie, de géomatique auquel j'appartiens, une collaboration avec l'ONF dans le cadre de l'Observatoire de la fréquentation des forêts. On est là à essayer de se donner des outils pour mesurer certaines de ces fonctions que l'on connaît sans parfois être capable de les chiffrer vraiment et de savoir ce qu'il y a derrière. Du coup, cette multifonctionnalité, si vous additionnez ça avec le fait que ces espaces sont aujourd'hui au contact de la ville, on se retrouve en fait avec, quatrième clé de lecture, diverses instances à diverses échelles qui prennent en charge ce questionnement sur la forêt, qui l'intègrent dans des planifications qui sont des planifications territoriales ou qui sont des planifications de collectivités territoriales ou qui sont parfois des programmes spécifiquement centrés sur la forêt. Et donc en fait, par rapport à une vision ancienne de la forêt encadrée par des grands textes et finalement gérée partout un peu de la même manière, avec la problématique d'ailleurs que ce n'était pas forcément adapté parfaitement à la forêt méditerranéenne. On a aujourd'hui plusieurs lieux où se fabrique une réflexion stratégique sur la forêt méditerranéenne, la question étant celle de l'articulation éventuellement de ces échelles depuis les plans simples de gestion des propriétaires, les projets, les plans des groupements forestiers, les chartes forestières de territoire, etc., jusqu'aux stratégies départementales et régionales. Du coup, la question des acteurs et de la manière dont ils portent ces stratégies, et dont ils discutent entre eux et dont ils organisent entre eux ces différentes stratégies. Et quand même, malgré tout, on retrouve en filigrane derrière la question d'un cadre politique d'ensemble, d'une approche de la forêt en droit français qui brille pas complètement par sa clarté actuellement. J'ai un peu épluché la loi biodiversité de cet été. La forêt y est diffuse dedans en quelque sorte. Il n'y a pas tellement de titres centrés. Et alors la forêt méditerranéenne, n'en parlons pas. Donc on a plusieurs instances, plusieurs échelles, et ça correspond aussi à ce qui a été fait à Forêt Méditerranéenne, d'aller vers les territoires. C'était à l'époque où avaient été promulgués des états généraux de la forêt méditerranéenne, ce qui fait qu'il est tout à fait logique, quelques années après les états généraux, qu'on se retrouve à la Révolution. Rajoutons quand même que tout cela se déroule actuellement dans un cadre de remue-ménage sans précédent des structures territoriales administratives. On bouscule les cantons, on bouscule les régions, les départements
rentrent et sortent de devant le collimateur selon les périodes, mais donc on a vraiment des cadres administratifs qui changent et des cadres territoriaux qui changent, avec en particulier les grandes phases de regroupement de collectivités, enfin de PCI et de communautés de communes, de communautés d'agglos, ce qui veut dire aussi que les lieux où vont se faire la politique forestière, où vont se réfléchir la politique forestière, sont eux-mêmes en phase de stabilisation. Cinquième et dernière clé, là-dedans, et dans ce cadre-là, c'est la montée en puissance d'une demande sociale, et je le garde entre guillemets, de même que le terme de transition, autour des questions de nature. J'ai pas mis nature à cet endroit-là, j'ai plutôt mis souci accru de prise en compte des dynamiques écologiques ou de la nature, on aurait pu dire, et de la valeur naturaliste des espaces forestiers. On est sur des choses qui sont à la fois très précises parfois sur le plan réglementaire et sur le plan de la mise en place, par exemple, d'espaces protégés, de délimitation d'espaces protégés, de règlements, de chartes, et puis en même temps très diffus, difficile à percevoir du côté de la demande sociale, de la manière dont les gens abordent la nature. Une chose est certaine, c'est que lorsqu'on demande dans des enquêtes est-ce que les gens vont en forêt, la réponse est, selon les enquêtes, toujours au-delà de 75%. Hein, il y a 3/4 des gens déclarent être allés en forêt un peu ou régulièrement. À l'échelle française, il y avait une enquête qui donnait presque 90% des gens qui étaient à un moment ou un autre allés en forêt. Et si on leur demande pourquoi ils y sont allés, la chose qui ressort en premier, c'est le mot nature. Ils y sont allés chercher, alors pour des choses diverses, de la nature. D'où, deuxième question, j'espère que je ne suis pas trop long, ça va à peu près. D'où deuxième question, la question de la nature en forêt méditerranéenne et la manière dont on peut aborder cet enjeu et de la manière dont les réflexions de forêt méditerranéenne l'ont abordé. Là aussi, j'ai essayé de structurer et d'organiser autour de 4 pistes de réflexion qui sont sorties en fait et qu'on a un peu mis en avant dans les travaux de forêt méditerranéenne, notamment je crois que c'était à Fontvieille, il me semble, la première fois. La première de ces pistes, c'est la question de la définition de ce qui est derrière nature, le mot nature, qui est évidemment extrêmement complet et complexe, mais où tout le monde a été d'accord finalement pour dire qu'on avait affaire à un objet mixte ou un objet hybride quand on parle de nature et quand on parle notamment de la forêt. D'une part parce que les forêts ne sont pas des espaces naturels de manière exclusive, bien sûr. On est dans des objets qui relèvent de l'interaction entre des processus sociaux et des processus spontanés. Et donc on est sur des objets mixtes, quoi, en quelque sorte. Première forme d'hybridation, si on peut dire, et qu'on doit toujours avoir présent à l'esprit, même quand on travaille sur du vieux bois, même quand on travaille dans de la forêt qui peut ressembler à de la forêt abandonnée depuis très longtemps, on y trouve des facteurs de développement qui sont liés à des interventions humaines ou des facteurs de proximité qui sont liés à des interventions humaines. Et puis, deuxième aspect de ce caractère hybride de l'objet, qui est peut-être plus compliqué à faire dans lequel il est plus compliqué de rentrer, mais qui est indispensable si on veut avancer, et notamment avancer dans les logiques interacteurs. Lorsqu'on parle de forêt et lorsqu'on parle de nature en forêt, on parle à la fois d'une dimension matérielle. Alors oui, il y a un tiret parce que c'était à la ligne et puis finalement tout est passé en bloc à la ligne. Il y a à la fois une dimension matérielle, c'est-à-dire que la forêt, c'est bien de la surface, c'est bien des choses qui peuvent se mesurer, c'est bien des essences, c'est bien des écosystèmes dont on peut mesurer le fonctionnement. Mais dans le même temps, il y a une dimension culturelle qu'on peut aborder sous l'angle de la sociologie des représentations, par exemple, pour essayer de voir comment les acteurs se représentent la forêt. Parce qu'ils, tous autant que nous sommes, et les scientifiques se mettent parfaitement dans le sac, tous autant que nous sommes, nous agissons sur la forêt en fonction des représentations que nous en avons.
en danger, en croissance, positive, négative, mieux quand elle est feuillue, mieux quand elle est résineuse, mieux quand elle est sauvage, mieux quand elle est productive. Vous voyez ce que je mets derrière. Et justement, deuxième piste de réflexion, ces représentations de la nature, c'est bien le problème, elles sont extrêmement multiples. Lorsqu'on dit nature, on n'a encore rien dit, si on peut dire, parce qu'on peut avoir des manières très différentes de considérer cette fameuse nature dans laquelle vont se promener les citadins, et donc des échelles de valeurs différentes. La nature, ça peut être la nature... discuter avec un forestier fier de son métier et très rapidement viendra l'idée que pour que le citadin puisse se promener en forêt, il faut que la forêt soit bien rangée, en quelque sorte. Il faut qu'elle ne soit pas touffue, sauvage, avec des arbres en travers. Et parce que la forêt qu'on classe, qu'on patrimonialise parfois à Troncé ou à la Sainte-Baume, c'est une forêt sur laquelle on est intervenu, c'est une forêt sur laquelle on a sélectionné les espèces ou sur lesquelles on a pratiqué des techniques sylvicoles. Et donc, il faut qu'il y ait aménagement et gestion pour que la nature soit en bon état. Pour certains, on ne se pose pas des questions aussi loin. La nature, c'est un décor, c'est un terrain de jeu, c'est un espace de liberté dans lequel on peut faire du VTT, dans lequel on peut faire de la randonnée, dans laquelle on peut aussi se balader en quad. C'est pas forcément non plus tout à fait la même approche, mais on va quand même chercher le quad. C'est pas vraiment fait pour rouler sur la place de la Comédie. C'est plutôt fait pour rouler aussi dans les milieux naturels en principe. Et puis la nature, c'est peut-être aussi une nature plus sauvage. Mais quand on a dit nature sauvage, on ne sait encore pas trop ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un paysage qu'il faut garder tel quel ? Comment on fait pour garder un paysage qui a envie d'évoluer tout seul ? C'est de la nature complètement livrée à elle-même. C'est l'idée de la réserve biologique intégrale, où on regarde ce qui se passe quand on laisse faire la nature. Qu'est-ce qu'on fait à quels espaces on peut généraliser ça ? Ou c'est l'entrée par la biodiversité, en identifiant des biodiversités plus intéressantes que d'autres, la nature ouverte, c'est pas la même que la nature forestière, laquelle on veut, laquelle on garde, et comment on intervient pour, par exemple, sur le massif du Caroux que vous avez tout à gauche, comment on intervient pour empêcher la nature de faire progresser les pins noirs et garder des espaces de landes et des espaces de tourbières, par exemple. Voilà, donc on est sur des formes de représentation diverses. Formes de représentation diverses, je passe sur cette diapo qui est dans l'article de Forêt méditerranéenne, justement, qui rendait compte des journées de Fontvieille, qui en plus puise dans des stocks de représentation qui sont des stocks anciens sur la forêt dangereuse, la forêt ressource, la forêt pittoresque, la forêt bonifiée, productive et maîtrisée, la forêt cadre de vie, etc. Au final, on se retrouve avec des injonctions, et ça serait la quatrième piste de réflexion, qui sont très diverses, et où finalement on peut agir de différentes manières sur ces espaces naturels entre guillemets pour les conserver en les mettant un peu sous cloche, ou au contraire se contenter de les préserver en accompagnant leurs évolutions, ou les gérer en essayant de prendre en compte le milieu naturel. Bref, des pratiques différenciées en fonction de ce qu'on identifie comme enjeu, du niveau des connaissances scientifiques, et là Jacques Blondel y reviendra juste après. Il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Et puis des échelles auxquelles on réfléchit. La conservation absolue, c'est peut-être sur des spots relativement ponctuels. Lorsqu'on est sur la nature ordinaire, on n'est probablement pas sur les modes, ordinaires entre guillemets, là aussi, on n'est probablement pas sur les modes de gestion. À coup sûr, en tout cas, on intervient. Regardez par exemple sur la réserve de biosphère du Mont Ventoux. Si vous regardez les préconisations, on est sur un éventail d'actions relativement diversifiées dans lesquelles entre la réouverture du milieu de façon mécanique ou en faisant appel au brûlage dirigé, de l'entretien et de la gestion à travers le sylvopastoralisme et le pastoralisme tout court, la préservation et la création d'îlots de vieillissement, et puis en même temps des aménagements un peu plus
parfois visant à canaliser les fréquentations, qui facilitent la pratique de certains sports de nature, mais en même temps la préservation d'espèces patrimoniales. Il faut m'expliquer comment on fait, c'est pas toujours facile de prévoir de la circulation VTT et de protéger en même temps des orchidées. Je passe sur le reste. Dernière piste par rapport à tout ça, un cadre réglementaire qui est relativement complexe, qui est relativement touffu, qui n'est pas toujours adapté, en particulier adapté à la forêt méditerranéenne. Il en sera question dans ces journées. Des acteurs qui sont nombreux et qui font qu'aujourd'hui, la réflexion sur la forêt est nécessairement une réflexion concertée, participative, avec des degrés divers et variés. Donc du coup, des objectifs divers. Et cette question qui m'amène à mon troisième et dernier point, comment on fait pour les gestionnaires, comment on accueille à la fois des vététistes, des chasseurs, en produisant du bois et en préservant des plantes rares et à haute valeur écologique. Voilà, c'est un peu parfois la quadrature du cercle. Comment on fait ? Du coup, l'association Forêt Méditerranéenne s'est saisie de cette question-là depuis longtemps en fait, et l'a posée de différentes manières. Si on jette un petit coup d'œil en arrière, la question de la nature est une question récurrente qui revient assez régulièrement, notamment depuis le début des années 90. Quelques points de repère ici, sur la question des friches et des dynamiques forestières et des espaces naturels méditerranéens qui visaient à élargir la notion de forêt à ces espaces aussi également subforestiers. Les questions de la faune sauvage, au début des années 2000, la revisite de ce thème de la gestion des espaces naturels à travers la problématique de la gestion durable et du paradigme du développement durable, et puis l'entrée de la thématique par la thématique biodiversité, toujours en lien avec les usages, en 2007. Alors vous voyez, 2007-2017, nos 10 ans, ils sont peut-être là. Voilà, enfin, vous voyez qu'il y a un long passé dans ces 10 ans. La thématique du changement climatique, abordée aussi en 2008 et 2011, pour faire un état des lieux et tout de suite se poser la question de comment on s'adapte, comment on gère, comment on propose des solutions qui permettent d'anticiper ce changement climatique. Et puis, là, on se rapproche du cycle dans lequel on est rentré. La volonté de faire un bilan, alors ça c'est 2012, donc notre point de départ, en fait, c'est pas 10 ans en arrière, c'est plutôt 5 ans en arrière. La volonté en 2012 de revenir un peu aux fondamentaux et de faire un bilan de l'innovation, en fait, en matière de gestion, en matière d'exploitation, en matière de mobilisation du foncier, en matière d'accueil du public. Comment on s'adapte à la fois au changement climatique, à toutes ces clés de lecture qu'on vient de balayer ensemble, en cherchant à repérer quels sont ces outils, ces démarches, ces techniques. Comment ces outils, ces démarches, ces techniques, qui sont parfois des expériences isolées, s'insèrent dans des projets éventuellement plus importants, qui sont des projets stratégiques à des échelles territoriales. Et puis, comment on peut poser cette question-là ? Forêt Méditerranéenne a toujours cherché à le faire, et je pense que l'auditoire d'aujourd'hui en est une belle illustration. Comment on pose ces questions-là, pas simplement dans des cénacles d'élus ou des cénacles de chercheurs ou des cénacles de forestiers, mais en croisant les regards de différents acteurs. Alors pour faire ça, l'association s'est transportée sur le terrain entre 2012 et 2014, pendant 2 ans, 8 journées de terrain, pour aller voir concrètement, dans des espaces différents, dans des territoires différents, en contact avec des acteurs différents, comment certaines de ces problématiques étaient traitées, de manière très diverse, la question du foncier, la question de la sylviculture de certaines essences, la question du devenir de reboisement déjà ancien et arrivé pratiquement à maturité. Voilà, je passe là-dessus. Là-dedans, il y avait déjà 2 questionnements qui étaient des questionnements très directement qui renvoyaient à la naturalité de la forêt méditerranéenne, comment gérer la biodiversité, et on était sur les îlots de vieux bois Natura 2000, je ne sais plus, c'était sur le Ventoux ça, non, plus ou moins, voilà, donc on est en liaison avec ce qui a été dit précédemment.
Et puis, à la fois en Narbonnaise, les pratiques de DFCI, mais aussi la gestion forestière en espace protégé, les deux se superposant d'ailleurs pour la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, de l'île de Sainte-Lucie, qui est à la fois une réserve naturelle régionale et un espace qui a été parcouru par le feu récemment et où la thématique incendie est une thématique tout à fait prégnante. Ces 8 journées de terrain ont été, les enseignements, le beau recueil, si j'ose ce dernier jeu de mots, a été fait dans les Bouches-du-Rhône sur ces enseignements. Plusieurs enseignements ont été tirés sur lesquels je ne vais pas revenir, mais parmi ces enseignements, 2 que j'isole pour conclure cette présentation. D'abord, l'affirmation assez claire d'un besoin d'innovation, en particulier lié aux objectifs de prise en compte des dynamiques écologiques et de la valeur naturaliste des espaces forestiers méditerranéens, mais dans le même temps, la complexité des itinéraires de gestion à trouver pour prendre en compte cette fonction-là et les autres fonctions de la forêt et les autres usages. Voilà. Du coup, pour l'association Forêt Méditerranéenne, pour prolonger ce cycle sur l'innovation, un zoom sur la question de la nature, de la naturalité, de la prise en compte de la naturalité, avec 2 événements qui ont précédé celui-là et qui l'ont préparé. Les journées de Fontvieille au mois de juin 2015, où on a exploré la question de la nature sur, d'une part, sa dimension représentation, comme je le disais tout à l'heure, comment pensons-nous la nature, avec l'idée que la manière dont on pense la nature et dont les différents acteurs pensent la nature en forêt méditerranéenne est un préalable pour la gestion, et d'autre part, et je vais céder la parole à Jacques Blondel par rapport à ça, faire un état des lieux des connaissances scientifiques sur la compréhension, la connaissance des processus écologiques et de leur interaction avec les processus sociaux dans le cadre du changement climatique. Il s'agissait de voir un peu, lors de ces journées de Fontvieille, quelle forme prenait la demande sociale, quels choix sociaux découlaient de la prise en compte de cette demande sociale, sur quel type d'espace et sur quel type de nature s'appliquaient ces choix sociaux, vers quel cadre réglementaire et juridique, quel cadre juridique et réglementaire plutôt contraignait en quelque sorte à la prise en compte de cette demande sociale et servait un peu de règle du jeu aux itinéraires actuels, et bien sûr, comment se faisait, selon quelle modalité, à quel coût se faisait la prise en compte de cette nature, qu'il s'agisse de la restaurer, qu'il s'agisse de la préserver, qu'il s'agisse de la mettre en valeur, qu'il s'agisse d'y organiser l'accueil du public. Et l'ensemble de ces questionnements théoriques à Fontvieille ont ensuite été testés, en quelque sorte, en vraie grandeur, au mois de juin, un an plus tard en fait, au mois de juin 2016. Il en sera question aussi cet après-midi, voilà. Et il y a même un petit film qui retrace ces journées à l'échelle d'un petit territoire, donc très méditerranéen, au pied du Canigou, en pays Pyrénées-Méditerranée.